Braves gens, Bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, je vais vous lire Le Monstre, une nouvelle de Dino Buzzati. Si je le dis bien et j'en ai aucune idée. Bonne écoute. au fond d'un sombre cagibi dans le grenier, où les bonnes des habitants avaient l'habitude de jeter les objets hors d'usage et trop volumineux pour subir le sort réservé habituellement aux détritus, par un bel après-midi de juin, une certaine Gita Freylaber, domestique et préceptrice auprès de la famille Goji, alors qu'elle était montée au grenier pour s'y délester d'un paquet de vieux journaux qui encombraient sa chambre, découvrit un monstre horrible. C'était un corps oblong, ressemblant à un gourdin, apparemment sans membres, qui se trouvait comme blotti verticalement dans un coin. Fait d'une chair, mais pouvait-on vraiment parler de chair ? Noirâtre et violette, molle et compacte à la fois, palpitante, ressemblant à certaines tumeurs. Au sommet se trouvait comme une protubérance difforme, avec des trous qui pouvaient être des yeux, ou des bouches, ou rien du tout. Si bien que Mademoiselle Freylaber, à cause de la pénombre, n'avait tout d'abord pas compris de quoi il s'agissait et s'était approchée pour mieux voir. Dès qu'elle eut touché la chose et senti se retirer sous ses doigts cette chair tiède et visqueuse, sans arriver à s'en faire une idée exacte, sans quoi elle serait sans doute morte sur le coup, mais parce qu'elle aurait pensé avoir affaire à un crapaud ou à une salamandre. Elle poussa un cri et tomba, évanouie. Cependant, courageuse comme elle l'était, dès qu'elle fut revenue à elle, au lieu de se laisser envahir par la peur, elle réussit à se relever, ferma avec le verrou extérieur la porte du cagibi, mais non sans avoir jeté, au tout dernier moment, un coup d'œil fugitif, à peine une fraction de seconde,
à sa découverte qui, cette fois-ci, lui apparut, malgré sa précipitation, telle qu'elle était vraiment, ce qui l'emplit de terreur. Puis, elle rajusta sa robe, l'époussetant un peu, et descendit l'escalier, en se demandant si ce qu'elle avait vu était bien réel. Comme chez les Goji, à cette heure-ci, il n'y avait personne à part la femme de chambre avec qui elle avait peu d'affinité. Gita descendit à la loge de la concierge. Et ce n'est qu'à ce moment que la terreur prit le dessus. Haletante, elle saisit la concierge aux épaules, en balbutiant « Mon Dieu, là-haut, au grenier! Là-haut, au grenier !» Elle ne put en dire plus. La concierge, en la voyant dans un état pareil, la fit asseoir sur un petit divan. Et, comme elle supposait qu'il s'était passé quelque événement nécessitant son intervention, elle débrancha le fer avec lequel elle était en train de repasser, s'assit à côté de mademoiselle Freylaber, et, en lui tapotant les mains pour lui donner du courage, elle lui demanda: « Allez, allez, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?» À la fin, Gita, après avoir poussé un long soupir, réussit à donner quelque explication. « Au grenier, dans le cagibi, il y a une bête. Un monstre, vous dis-je, un monstre !» Et elle éclata en sanglots irrépressibles. Mais, pendant ce temps-là, un chauffeur vient lui demander qu'on lui ouvrit la porte cochère, car il devait livrer de la marchandise. La concierge, faisant un geste d'excuse, laissa mademoiselle Freylaber seule. Ce brusque rappel à la réalité la plus triviale de la vie apporta cependant un certain soulagement à la préceptrice. La première peur passée, celle-ci commençait à se demander si elle n'avait pas mal vu. Il suffisait du reste de raisonner. Gita se demanda, bien qu'elle en fût peu convaincue, quelle bête cela pouvait être. Un reptile aussi énorme que difforme, mais dans un grenier, et sans qu'on n'en ait jamais vu de semblable dans tout l'univers. Ou alors, c'était un secret. Cette idée l'effleura également. Un secret connu seulement d'un groupe restreint de scientifiques qui, génération après génération, le cachaient pour ne pas heurter la sensibilité de la population. Ou encore, c'était elle, pauvre ignorante, qui ne connaissait pas toutes les possibilités de la faune en matière d'abomination.
La concierge, d'un naturel joyeux, s'en revint. « Oh, ma pauvre petite demoiselle, vous avez vu un monstre au grenier ? Ce devait être un rat. Que voulez-vous que ce soit d'autre ? Il est toujours là. Il ne bouge pas, dit mademoiselle Frey-Laber. Il y avait, dans la condescendance que la concierge montrait envers elle, un peu de ce mépris qu'ont tendance à avoir les femmes mariées pour les vieilles filles. Bien que Gita fût encore jeune et fraîche, la concierge avait la vague impression qu'elle s'était quelque peu desséchée dans sa virginité et que son tempérament en était devenu un peu hystérique. Je décline toute responsabilité sur l'ancienneté de ce texte. Bon, on va aller voir ça dès que mon mari arrive. Je peux pas laisser la loge sans surveillance. On va aller voir. Ah, moi je n'y retourne pas, c'est sûr, fit mademoiselle Frey-Laber, parvenant à grand-peine à sourire. C'est ainsi que le mari de la concierge, Enrico, menuisier de son métier, monta plus tard au grenier, tout seul, muni d'une lampe électrique, car entre-temps, la nuit était tombée. Il était fermement convaincu que mademoiselle Frey-Laber avait eu des hallucinations. En effet, après avoir ouvert le cagibi, il fouilla l'intérieur et ne trouva rien de suspect. Dans le coin où la préceptrice avait vu le monstre, il y avait un sac de tissu caoutchouté d'un brun sombre, contenant le vieux matériel de pêche d'un locataire qui s'était adonné à cet exercice quelques années auparavant, mais qui était maintenant infirme. Il le toucha, le secoua. Il ne bougeait pas. À l'intérieur devait se trouver une canne démontée qui le faisait tenir droit, et probablement un filet ou une couverture, ou quelque chose de ce genre qui le rembourrait. Loin d'être étonné de constater que le monstre n'existait pas, Enrico barricada la porte et redescendit. Un sac, voilà ce que c'était votre monstre, dit-il en riant à mademoiselle Frey-Laber, à peine eut-il passé le seuil de la loge. La demoiselle piqua un phare, tout en riant elle aussi. Un sac ? Un sac de tissu caoutchouté, avec du matériel de pêche à l'intérieur. Mais je l'ai touché, il a bougé. Bien sûr, s'exclama-t-il, amusé. Il a dû bouger parce que vous l'avez touché. Dieu sait ce qui vous est passé par la tête. Qu'est-ce que vous dites ? Cela m'a fait une belle frayeur, je vous le répète. Ah, mais j'ai bien vu, fit le concierge en riant à gorge déployée. Et maintenant ? Vous êtes rassuré maintenant ? Oui. Gita était rassurée. Et elle remonta chez les Gojji, tandis que le couple échangeait des regards entendus. Tout s'expliquait donc par une banale illusion d'optique. Toutefois, le constat rassurant fait par le concierge ne suffisait pas à effacer d'un seul coup le choc reçu.
Pendant toute la soirée, Gita demeura pensive, souvent tourmentée par la tentation de remonter au grenier pour constater d'elle-même sa méprise. Peut-être que raconter l'anecdote au Goji lui aurait fait du bien. Mais comme c'était sur ses seules épaules que reposait la charge des 3 enfants, elle pensa qu'il valait mieux ne rien dire. Et si Madame Goji se mettait dans la tête que Gita était une visionnaire, une hystérique? Par ailleurs, justement, pour que cette histoire garde en définitive les proportions d'un incident sans gravité, elle ne demanda même pas à la concierge de se taire. Ce qui fit que tout l'immeuble fut au courant et en rit. Les femmes de chambre et les domestiques se saisirent de l'occasion pour la surnommer la fille au monstre. Et Madame Goji elle-même, rentrant chez elle en fin d'après-midi, lui demanda « Et alors, Gita, qu'est-ce que c'est que cette histoire de monstre? Il y en avait vraiment un ?» La jeune fille, prise au dépourvu, devint toute pâle. Non par crainte des questions embarrassantes ou des remarques ironiques, mais parce que, tout à coup, et bien que cela fût absurde, elle eut de nouveau la nette certitude, qui sait pourquoi, que le monstre existait réellement. Prenant sur elle, elle sourit et se moqua d'elle-même. « Qu'est-ce que vous voulez, madame? Cela m'a fait une impression tellement bizarre. J'ai cru qu'il y avait une sorte de bête, une bête tout à fait monstrueuse. Comme ça, dans le noir, ce sont des choses qui arrivent. » « Certes, vous avez toujours été un peu fantaisiste, mais à ce point, quand même, » fit Madame Goji, avec une pointe d'agacement. « Cela veut dire que la prochaine fois qu'il y aura besoin de remonter au grenier, il faudra mieux que ce soit Anna qui aille. Elle, au moins, elle ne voit pas de monstre, même s'il y en a pour de vrai. » « Mais pourquoi ?» demanda timidement la jeune fille. « Vous pensez sérieusement qu'il peut y en avoir ? » ?»« Moi, il ne manquerait plus que ça !» dit Madame Goji, se mettant enfin à rire. Et l'affaire fut traitée comme une vaste plaisanterie. Gita Freylaber fit son possible pour se joindre aux plaisanteries et aux railleries qui occupèrent toute la famille jusqu'à l'heure du coucher. Le monstre, le matériel de pêche du vieux docteur Verolini, le docteur lui-même et son asthme, ses habitudes de misanthrope, ses prétendues pratiques démoniaques, la peur de Gita, la perquisition du concierge, les commérages des locataires. Tout y passa et fut joyeusement exploité. Les commentaires de toute la maisonnée insistaient lourdement, établissaient des paradoxes faciles. Si bien qu'en fin de compte, Madame Freylaber se sentit emportée par cette vague d'affectueuse bonne humeur.
vient la nuit et que l'on se retrouve seul, certaines pensées ressurgissent et envahissent l'esprit, occultant tout le reste. Les rires s'éteignirent. Toute la maison s'endormit. La lune monta dans le ciel au-dessus des coupoles et des toits solitaires. Les ombres amoureuses s'égarèrent dans les jardins. Les douleurs se réveillèrent dans les ventres des malades de l'hôpital. Les oiseaux nocturnes aux portes de la ville, somnolents sur les bords des canaux pourris, prirent leur envol. On entendait de temps à autre le sifflement d'un train ou un étrange appel auquel répondait le silence des longues rues. La pensée de la vie qui passe hantait les nuits blanches. Et, assise sur son lit, Gita Freylaber, 28 ans, tendit l'oreille pour écouter si, là-haut, dans les lointains greniers, quelque chose remuait. Parce que Gita était une fille valeureuse, qui avait courageusement repoussé bien des tentations de la vie. Mais celle-là, elle n'arrivait pas à la vaincre. Celle qui l'avait assaillie à l'improviste dès qu'elle s'était rendue compte qu'elle était seule. La tentation de monter de nouveau pour voir. Et pas demain, ni après-demain, mais maintenant, avant que ne vienne l'aube, tout de suite. Autrement, elle n'arriverait pas à dormir. Elle le comprenait bien. Et la tentation devait être forte, car dès qu'elle fut sûre que tout le monde dormait, toute seule dans la nuit en robe de chambre, elle se glissa hors de sa chambre et se mit à monter l'escalier de service, marche après marche, une chandelle à la main, bien qu'elle eût tout à fait conscience du danger qu'elle courait. Elle éprouva un immense soulagement dans ce climat de tension, à la vue des taches géométriques que faisait la lumière de la lune passant par les larges fenêtres et qui éclairaient poétiquement le vestibule de l'escalier. Car cela lui faisait penser à quelques vieux murs dans des maisons de campagne, certainement éclairés à cette heure-là par une même lumière entre les silences des prairies, les parfums des fenaisons, le chant léger des grillons. Et cela lui rappelait des souvenirs d'enfance, chers à son cœur. Et s'il y avait vraiment un monstre?
si Enrico avait menti, si elle n'arrivait pas à maîtriser sa terreur. Des bêtises, se répondait Gita Freilaber. Pour y être, c'est sûr qu'il n'y est pas. Mais j'ai besoin de voir. Je dois le constater de mes propres yeux. Je ne pourrai pas résister jusqu'à demain matin. Agitée par ses pensées, elle montait pas à pas, en cherchant à ne pas faire de bruit. Pourtant, tout était silence et nuit de juin, calme, peuplée du sommeil immense de milliers d'hommes et de la tendre respiration des enfants endormis. Et si madame la surprenait? Si elle s'apercevait qu'à 2 heures du matin, elle était allée faire un tour? Quel prétexte pourrait-elle trouver? Brozesi, lut-elle à ce moment-là sur une petite plaque émaillée fixée à une porte. Elle était donc arrivée au dernier étage. L'escalier devenait plus raide et plus étroit. La voilà sur le dernier palier. Au fond, cela avait été tellement facile. Elle écouta longtemps. Silence. Lentement, elle éleva sa main droite jusqu'à la targette. La flamme de la bougie tremblait un peu. Une voiture passait en bas dans la rue, mais elle était déjà loin désormais. Brusquement, elle fit glisser le peigne du verrou. Grâce à Dieu, cela ne fit pas grand bruit. Puis, elle poussa le battant d'une main décidée. Mais la porte ne céda pas. Elle s'ouvrit d'1 ou 2 centimètres, puis se bloqua avec un bruit métallique. La jeune fille sursauta. Elle se figea et son cœur battait fort. Y avait-il quelqu'un derrière? Puis, elle s'aperçut qu'on avait fixé une chaîne de sécurité, attachée par 2 anneaux qu'elle n'avait jamais vus, l'un sur l'encadrement, l'autre sur le battant. Cela empêchait la porte de s'ouvrir. Gita recula d'un pas, effrayée. Qui avait fermé le cagibi? Et pourquoi ce soir, justement, alors qu'avant, il était toujours resté ouvert? Qui avait donné cette consigne? Et pourquoi tant de hâte? Peut-être que là-dedans... Pourtant, il sortait de là un tel silence. Un silence effrayant.
retourna dans sa chambre sans que personne s'en aperçût. La maison continuait de dormir. Qui avait fermé la porte? Peut-être n'y avait-il là rien de bien extraordinaire. Peut-être qu'Enrico avait pour consigne de la garder fermée. Seulement, lui ne montait pas souvent, et les femmes oubliaient régulièrement. Il était fort possible que les 2 anneaux aient toujours été là, et la chaîne de sécurité aussi, pendue contre l'encadrement de la porte, et qu'elle ne l'ait jamais remarqué. On pouvait aussi penser que l'ordre avait été donné par Madame Goggi dès qu'elle avait eu vent de l'affaire, pour empêcher Gita de retourner là-haut et de se monter la tête. Les patronnes sont comme ça. Il suffit d'une bricole pour qu'elles se méfient de leurs employés. Ou bien Madame Goggi l'avait fait avec une bonne intention, éviter à Gita de nouvelles émotions. Cela pouvait aussi venir du docteur Verolini pour protéger son matériel de pêche. Comment exclure que les racontars soient venus jusqu'à lui? De toute façon, la clé devait se trouver en bas, dans la loge, à la disposition des locataires, et le lendemain, elle aurait... Mais il pouvait s'agir d'autre chose, pensait Gita. De tout autre chose. Le fait que la porte avait été fermée signifiait alors que quelqu'un avait tout intérêt à cacher l'objet répugnant. Si c'était un monstre, ce n'était plus une intrusion que tout le monde pouvait constater, mais bien un ténébreux secret caché avec 1000 soins, protégé par des complicités inconnues. Pourquoi, par exemple, Enrico aurait-il menti? Il fallait supposer qu'il était déjà au courant de l'affaire, et que c'était justement pour cela qu'il était monté lui-même au grenier. Enrico, un si brave homme. Et au profit de qui aurait-il agi ainsi? Et même si l'on admettait cela, à quoi pouvait rimer cette manœuvre? Et dans ce cas, pourquoi ne s'était-il pas montré le moins du monde embarrassé? N'aurait-il pas dû trembler en voyant que son secret risquait d'être découvert? Au contraire, il n'avait pas perdu un seul instant sa bonne humeur sympathique. Comment était-ce possible? Ou alors, il n'avait vraiment vu qu'un sac, en homme simple qu'il était. Et c'était d'autres alors, qui protégeaient ses turpitudes. Ça suffit, se disait Gita en sentant qu'elle se perdait dans un labyrinthe.
Après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Il ne s'agissait ni d'un ogre, ni d'un dragon qui aurait pu la dévorer. Si quelqu'un avait des choses honteuses à cacher, tant pis pour lui. Et pourtant, la jeune fille sentait bien que la maison tout entière était contaminée. Et ce serait cette incertitude concernant la possible existence du monstre qui lui empoisonnerait la vie, tant qu'elle resterait entre ses murs. Partir alors ? Mais pour aller où ? Abandonner la famille Goji, qui en fin de compte avait été si bonne pour elle ? Et les 3 enfants auxquels elle s'était déjà attachée ? Et dans un autre endroit, se serait-elle sentie libérée ? Les autres maisons, les autres villes ne pouvaient donc pas receler des horreurs semblables ? Le matin, comme cela arrive, fit s'évanouir comme par miracle toutes ces élucubrations. Les peurs, l'escapade nocturne, les résolutions de tirer les choses au clair et de s'en aller, tout cela lui parut d'un ridicule achevé. Sa libération, qu'elle croyait si difficile à obtenir, lui vint des rayons de soleil qui passaient entre les volets. Pourtant, lorsqu'en partant se promener avec les 2 enfants les plus grands, elle demanda, comme par hasard, la clé du cagibi pour y mettre d'autres vieux papiers, et que la concierge, au lieu de s'étonner de cette question, puisque le réduit était toujours resté ouvert, répondit qu'elle ne savait pas, que son mari l'avait peut-être, mais qu'il était sorti, mais qu'il se pouvait également qu'on l'ait cédé pour quelque temps à un locataire. Et ce discours correspondait étrangement à ce qu'elle avait supposé cette nuit. Gita sentit renaître son inquiétude. Même si rien ne l'autorisait à penser cela, elle se mit en tête que, sous un prétexte ou un autre, on lui refuserait la clé du cagibi. Comme elle avait accidentellement donné l'alerte hier, plusieurs forces d'origines diverses étaient entrées en action pour étouffer le scandale, tourner l'affaire en dérision, faire croire que tout était né de l'imagination d'une gamine trop nerveuse et trop sensible. Une machination parfaite, donc, élaborée tout spécialement pour elle. On aurait d'abord eu pour elle toutes les indulgences et tous les égards. Mais par la suite, si elle avait insisté pour savoir, alors on aurait déclenché des hostilités ouvertes, des mesures de rétorsion. C'était tellement plus simple de penser que le monstre était une chimère, qu'Enrico avait dit la vérité et fermé la porte parce qu'il considérait que c'était son devoir, que la clé se trouvait maintenant entre les mains d'Enrico lui-même ou de quelques locataires. Somme toute, que tout cela était clair comme de l'eau de roche. Qui sait pourquoi Gita Frey-Labeur s'obstinait coûte que coûte à persister dans ses soupçons, à faire du moindre détail anodin un symptôme inquiétant, à imaginer des complots loufoques. Et puis, son amour-propre lui disait de ne pas céder. Elle aurait voulu en parler, mais à qui ? Stefano, son fiancé, se trouvait bien loin. Don Angelo, son confesseur, cela n'aurait servi à rien. Il ne l'aurait pas cru. Madame Goji,
la dernière personne à qui faire des confidences. Gita Freylaber ne connaissait que trop les dames de la haute société et leur méfiance mesquine. Au moment où il s'apprêtait à entrer, à une vingtaine de mètres de la porte, Gita et les deux enfants rencontrèrent Monsieur Gerolamo, le père de la concierge, un petit vieux enjoué qui n'avait pas d'autre souci que de faire passer le temps comme il le pouvait, et donc assez enclin au bavardage. Il sortait juste de chez la concierge et avait l'air tout particulièrement content de rencontrer mademoiselle Freylaber. « Ah, mademoiselle, mademoiselle !» s'exclama-t-il en s'avançant à sa rencontre. « Ne me dites rien, Gina m'a déjà tout raconté. Mais qu'est-ce qui vous a pris, chère petite demoiselle ?» Et il clignait stupidement de l'œil avec l'air de celui qui sait déjà tout. Puis il se pencha vers elle, comme pour lui faire une confidence affectueuse et lui témoigner sa compassion. « Et vous n'êtes pas la première, vous savez. » Gita, que ces débordements en apparence totalement gratuits avaient d'abord irrité, se retourna pour le regarder. « Non, non !» fit-il, toujours aussi hilar. « Ne me regardez pas comme ça !» Et il expliqua que, comme s'il s'agissait d'une bonne blague, qu'un jour, 7 ans plus tôt, à l'époque où lui, le père de Gina, occupait encore le poste de concierge, l'ancien propriétaire était revenu du grenier, pâle comme un mort. Lorsqu'on lui avait demandé ce qu'il s'était passé, il avait répondu de façon évasive. Mais le soir même, il avait manifesté à son comptable son désir de vendre l'immeuble. Ce qu'effectivement il avait fait, avec une rapidité surprenante. Si bien que, pendant quelque temps, on avait parlé de fantômes ou d'autres choses du même type qui auraient conduit le propriétaire à se séparer de son bien. À ce moment-là, Gita Freylaber, impressionnée par le récit qu'elle venait d'entendre, décida qu'il valait mieux faire comme si de rien n'était. Elle accueillit donc cette révélation avec une incrédulité badine, et, les enfants fournissant un bon prétexte, elle réussit à prendre congé du vieux. Une fois rentrée, elle renonça à l'idée de demander à nouveau la clé. Le fait que la concierge, en la voyant passer de nouveau, ne lui ait pas touché mot du sujet, lui parut, du reste, assez symptomatique. Et le même jour, elle eut la bonne idée d'envoyer à la préfecture une lettre anonyme, rédigée en ces termes. « Je vous conseille, dans votre intérêt, d'aller jeter un coup d'œil dans le grenier du numéro 38 de la rue Raymondi, la porte juste en haut de l'escalier, et pas le couloir de droite. Il se peut que vous trouviez là quelque chose de très étrange. Un ami. » Ce n'est qu'après l'avoir posté qu'elle se rendit compte qu'elle venait de faire un faux pas. En effet,
Si la préfecture ne réagissait pas, elle ne pourrait plus aller elle-même signaler le problème sans se trahir. Ou alors, cela ferait des histoires. Et il y avait des chances pour que Madame Goggi, la tenant pour une exaltée, la congédie. Sans compter les réactions du maître de maison, des concierges, des colocataires. Les visites de la police ne font jamais plaisir à personne. Un chat dans la gorge. Mais on ne vit pas venir la police. Les jours passaient, plus personne, ni chez les Goggi, ni dans la loge des concierges, comme si on s'était donné un mot d'ordre, ne faisait la moindre allusion au monstre du grenier. Et cela aussi contribuait à accroître le malaise de Gita Freilaber. Maintenant, il lui était difficile de dormir la nuit. Et aucun raisonnement ne suffisait plus à nier la présence du cauchemar dans le grenier. Maintenant, le douloureux souvenir que l'agitation du début avait en quelque sorte refoulé et atténué refaisait jour, avec une netteté impressionnante. Gita revoyait cet incroyable corps avec le détail précis de ses contours, de ses plis, de sa couleur. Si bien qu'était balayée toute velléité de croire encore à une hallucination. Il lui semblait que la maison allait céder sous le poids presque insoutenable de son grenier. La nuit, elle le sentait peser jusque sur elle, à travers l'épaisseur des plafonds. Pendant que les autres, complices ou innocents, dormaient comme des bienheureux. Jusqu'au moment où, une quinzaine de jours plus tard, elle jugea qu'elle pouvait à nouveau demander la clé du cagibi, sans éveiller les soupçons. La concierge lui répondit que cette pièce n'était plus à la disposition des locataires. Une entreprise s'en servait pour entreposer quelques marchandises. Et son mari avait déménagé tout ce qu'il y avait à l'intérieur dans un autre coin du grenier. Raison pour laquelle on avait fermé la porte avec un cadenas. « Mais comment est-ce possible ?» s'exclama Gita, masquant son inquiétude d'un sourire. « Vous vous souvenez de ce jour où j'ai eu si peur ? C'était ouvert en ce temps-là. Et le soir même, on avait déjà installé le cadenas. » Elle n'avait même pas fini de prononcer sa phrase, qu'elle se repentait déjà de l'imprudence folle qu'elle avait commise. Et en effet, Gina la regardait avec étonnement. Puis, voilà qu'arriva son mari, qui était dans la pièce voisine. « Dis, Enrico, » fit la concierge, « tu te souviens du jour où mademoiselle s'est fait une belle frayeur au grenier ? Elle dit que le soir même, on a posé un cadenas. Tu t'en souviens ? » « Un cadenas ? Le soir même ?
dit Enrico sans se départir de sa sempiternelle bonne humeur. Mais comment pouvez-vous le savoir ? Vous ne vous rappelez pas, mademoiselle, que c'est moi qui suis monté au grenier, à la nuit tombée d'ailleurs ? Non, vous vous trompez. Je ne pourrais plus le dire exactement, mais le cagibi, nous avons dû le vider le jour suivant, ou 2 jours plus tard. Mais pourquoi, mademoiselle ? Quelque chose appartenant au Goji a été perdu ? Ou bien vous aimeriez monter pour jeter un coup d'œil à votre monstre ? Mais riait-il sincèrement ? Mademoiselle, vous aviez peut-être besoin de quelque chose ? Insistait Enrico. Non, de rien. On parlait juste comme ça. Répondit Gita, rassuré. Il s'était donc un peu inquiété, les concierges. Peut-être avait-il compris qu'elle soupçonnait quelque chose, et cela leur faisait peur. Et qui les avait chargés de cette mission ? Pour le compte de qui s'ingéniait-il de la sorte à éviter toute enquête ou toute visite sur le lieu ? Pourquoi Enrico avait-il maintenant cet air indécis ? Pourquoi ne plaisantait-il plus ? Gita souriait maintenant. Elle regarda la pendule. Mon Dieu, comme il est tard. Au revoir. Elle eut l'impression que le monde entier s'était ligué contre elle, la stupide, l'indiscrète, celle qui en avait découvert par hasard le secret et n'avait pas su se taire.